Pour commencer cette partie 2, nous allons revoir quelques rappels de cinquième. Tout d'abord, la formation des roches sédimentaires. La roche de Solutré, par exemple, est constituée de roches sédimentaires. Donc la question à laquelle on va essayer de répondre, c'est comment est-ce que ces roches sédimentaires se forment? Tout d'abord, au niveau de la roche-mère, on observe une altération par le vent, la pluie et le gel. La roche se désagrège en particules de taille variée. Ces particules vont être transportées sous forme dissoute ou solide par l'eau ou le vent. Puis ces particules vont se déposer au fond de l'eau sous forme de strates, c'est-à-dire de couches horizontales. Les sédiments les plus grossiers vont se déposer en premier, les sédiments les plus fins en dernier. Les sédiments sont constitués de particules et de 60% d'eau. En réalité, pour former une roche, eh bien, on peut comparer ça à ce qui se passe dans un seau lorsqu'on est sur la plage et qu'on cherche à faire un château de sable. On va compacter en tassant, en exerçant une pression sur les grains de sable, ce qui va chasser l'eau et rapprocher les grains. Ces grains vont alors former des liaisons, ce qui va créer une cohésion de l'ensemble. Eh bien, pour les sédiments, c'est la même chose. On a donc une partie liquide, de l'eau et des particules. Sous la pression des strates de sédiments qui se superposent au cours des temps géologiques, ces sédiments se rapprochent, chassent l'eau, on n'obtient plus que 10% d'eau, et on va ainsi obtenir une roche compacte. La formation des sédiments en roche s'appelle la diagénèse. On retient, les roches sédimentaires sont des roches résultant de l'accumulation d'éléments, fragments de roches, débris d'êtres vivants, etc., qui se déposent en couches horizontales qu'on appelle les strates. Mais ces roches peuvent aussi être formées sous forme de précipitations chimiques, c'est le cas par exemple du sel. Nous allons voir maintenant ce qu'apporte l'étude de ces roches sédimentaires. Nous avons ici trois strates, A, B et C. Alors le premier principe dit qu'en tout point d'une strate, on a le même âge. Ici, que le point 1 et 2 ont le même âge. Deuxième principe, comme les strates se superposent au cours du temps, la strate A va donc être plus ancienne et la strate C plus récente que la strate B, ce qui va nous permettre de dater relativement ces strates. Enfin, dernier principe, un fossile trouvé dans une strate a le même âge que la strate qui le contient. On retient, les roches sédimentaires sont des archives géologiques. Elles contiennent plus ou moins de fossiles. Chaque strate représente une période de dépôt durant laquelle des êtres vivants ont pu être fossilisés. Ces fossiles permettent de reconstituer de milieux de vie anciens. Nous allons expliquer comment se forment les fossiles. Par exemple, dans un océan, cette ammonite meurt et elle vient se déposer au fond de l'eau. On l'a vu précédemment, des sédiments vont venir se déposer au fond de l'eau sous forme de strates en tombant donc du haut de l'océan vers le bas de l'océan. Ce qui fait que progressivement notre ammonite va être recouverte par des sédiments. Les parties molles vont se décomposer. Il ne va rester que la partie solide qui est plus facile à conserver. Et les sédiments vont continuer par contre à se déposer, ce qui fait que notre coquille va être complètement recouverte par les sédiments. À partir du moment où elle est complètement recouverte, elle est protégée. Alors ensuite, d'autres sédiments vont continuer à s'accumuler et puis, comme on l'a vu précédemment, la pression exercée par ces strates vont finir par transformer notre sédiment, nos sédiments en roche et notre fossile va aussi se transformer de façon à être conservé dans la roche. Sous l'effet de la tectonique des plaques, à un moment donné au cours des temps géologiques, nos strates vont être surélevées et vont se retrouver à l'extérieur de l'eau. À partir du moment où elles sont à l'extérieur de l'eau, l'érosion va avoir lieu et va progressivement détruire les strates, les couches de roche, jusqu'à ce qu'on atteigne notre fossile. À ce niveau-là, le fossile est accessible à l'air libre
et il est soumis aussi à l'érosion. Prenons un ptérosaure. Ce ptérosaure meurt. Soit il est enfui très rapidement, et dans ce cas, on va avoir une fossilisation du squelette complet, ce qui permettra au chercheur qui trouvera le début du squelette de trouver l'ensemble du spécimen. Mais c'est quelque chose d'extrêmement rare. Très souvent, en réalité, le ptérosaure meurt et il se fait croquer par un charognard, ce qui fait qu'on va avoir un démantèlement de l'ensemble du squelette. Et par conséquent, on ne va fossiliser que des os isolés. Dans ce cas, le chercheur ne trouvera que des os isolés et non pas un squelette entier. On retient, l'absence de fossiles dans une strate peut indiquer soit une disparition des êtres vivants, soit une diminution de leur nombre du fait de la complexité de la fossilisation, qui est quelque chose d'extrêmement rare en réalité, ou une absence de fossilisation.